Mesdames et messieurs et fidèles téléspectateurs de Chérif La Télévision, bonsoir et bienvenue dans ce journal. C'est ce mercredi 30 novembre que s'est ouvert le procès d'Amadou Aya Sanogo à Sikasso, l'auteur du coup d'état militaire de mars 2012, comparé avec 17 autres prévenus dans l'affaire des Bérets Rouges. Il ne s'agit pas d'une comparaison pour son putsch, mais plutôt de son degré d'implication dans le massacre d'une vingtaine de soldats fidèles à l'ancien régime. Retour sur la chronologie de l'histoire avec Amadou Diarra. Amadou Aya Sanogo, méconnu du public malien jusqu'au 22 mars 2012, où il apparaît sur les écrans de la télévision nationale à la tête d'un groupe de militaires bérets verts. À 39 ans, le capitaine Sanogo vient de réaliser un coup d'État présenté comme une tentative de restaurer la démocratie dans le pays. Coup d'État diversement apprécié tant sur le plan national qu'à l'international, où l'on s'interroge jusqu'à présent sur la nécessité réelle d'un tel acte dans la mesure où le mandat de l'ancien régime était déjà arrivé à terme. En tout cas, les Maliens garderont pendant longtemps en tête le feuilleton du pouvoir Sanogo marqué par une série d'événements rocambolesques. Parmi ceux-ci, le plus retentissant eut lieu entre le 30 avril et le 1er mai 2012 où 21 militaires maliens bérets rouges, les parachutistes, disparaissent après avoir été soupçonnés d'avoir participé à un contre-coup d'État contre Amadou Sanogo. Quelques mois plus tard, on les retrouve dans une fosse commune à Diago près de Bamako. Sanogo et 17 co-accusés dont un ancien ministre de la Défense et un ancien chef d'état-major de l'armée malienne sont arrêtés. Ils sont inculpés de complicité d'assassinat, enlèvement et séquestration. On se rappelle encore de cette date, juin 2013, où Sanogo demande solennellement pardon au peuple malien et 3 jours après le second tour de la présidentielle du mois d'août, remporté par Ibrahim Boubacar Keïta, le putschiste est promu général. Mais voilà, aujourd'hui, Amadou Aya Sanogo est contraint de répondre de ses actes à travers ce procès qui s'est ouvert ce mercredi 30 novembre sur le dossier des bérets rouges assassinés. Comme quoi, on finit toujours par être rattrapé par la justice. Ce procès devait se tenir pour éviter d'excéder la durée légale pour une détention préventive qui est de 3 ans. Car, faut-il le rappeler, le général putschiste et accusé est détenu depuis 2013. C'est donc la 3e région, Sikasso, à 400 km de Bamako, qui a été choisie pour ce procès très médiatisé. L'ouverture du procès, qui était prévue dans la salle d'audience du tribunal trop petite pour contenir le monde, a finalement eu lieu dans la salle de spectacle de la cité. Un procès qui a déjà mobilisé une bonne foule composée de journalistes, plusieurs avocats, avec des forces de sécurité qui affluent de partout. Du côté de la défense, on dénonce d'ores et déjà des irrégularités dans les procédures et les avocats de Sanogo ont fait valoir leur intention de demander le renvoi. Wait and see. Suite aux élections communales du 20 novembre dernier, le parti Alliance démocratique pour la paix, ADP Maliba, a organisé une conférence de presse ce mardi 29 novembre à son siège au quartier du Fleuve. Conférence au cours de laquelle ils ont demandé la démission du gouvernement actuel. Amadou Kamara et Seydou Niari. L'ADP Maliba condamne avec la dernière énergie l'achat de conscience par certains partis politiques qui profitent de la misère et du désarroi des populations pour accéder à des positions électives. C'est en ces termes que le secrétaire général du parti ADP Maliba, M. Souri Ibrahima Traoré, a débuté cette conférence de presse. L'ADP Maliba condamne avec la dernière énergie ces achats de conscience par certains partis politiques qui profitent de la misère et du désarroi des populations pour accéder à des positions électives. Le parti invite les autorités politiques à faire preuve de davantage d'engagement à lutter contre cette pratique en procédant par exemple à l'analyse indépendante des empreintes figurant sur les bulletins dans les bureaux de vote où l'élection est contestée. Ceci permettra de prouver que les 10 empreintes sont identiques sur plusieurs bulletins, permettant ainsi d'annuler l'élection frauduleuse de certains maires. Cette conférence de presse, animée par le secrétaire général du parti ADP Maliba, a pour but de dénoncer les irrégularités constatées lors du scrutin du 20 novembre 2016. L'ADP Maliba a constaté avec regret que l'élection communale du 20 novembre 2016 ne s'est pas déroulée sur toute l'étendue du territoire national. Puis dans certaines circonscriptions où il a eu lieu, le scrutin s'est déroulé dans une atmosphère de violence marquée par l'attaque de convois de nos forces armées, ainsi que les enlèvements de certains candidats et la destruction de matériel électoral. L'ADP Maliba condamne fermement ces violences et présente ses condoléances attristées aux victimes civiles et militaires. Sur le plan de la mobilisation populaire,
Le peuple malien a démontré une fois de plus son désaveu du système politique actuel à travers un taux d'abstention que les partis politiques ont tenté de masquer par l'achat massif des consciences des électeurs. Cette pratique qui tue la démocratie à petit feu n'a pourtant pas permis de dépasser, dans la capitale entre autres, le taux de 29% de participation. L'ADP Maliba rappelle également que dans la majorité des circonscriptions électorales, les opérations de vote ont été entachées d'irrégularités criardes telles que des modifications des procès-verbaux, la non-transmission des urnes aux autorités compétentes dans les délais impartis ou encore le refus par certains présidents de bureau de laisser les délégués du parti accéder au bureau de vote. L'irrégularité la plus grave aura certainement été la circulation de bulletins de vote peu remplis le jour du vote et l'achat de conscience à ciel ouvert dans l'ensemble des circonscriptions électorales. Au vu de tout ce qui précède, l'ADP Maliba recommande la démission du gouvernement suite à son incapacité à organiser des élections transparentes et tout le risque que cela fait courir sur la paix et la stabilité de notre pays. La refondation du système électoral avec la création d'une autorité indépendante chargée d'organiser les rendez-vous électoraux. L'instauration d'une véritable biométrie et la facilitation de l'accès des citoyens à la carte NINA. Une meilleure implication de la société civile en vue de l'augmentation du taux de participation et la prévention/gestion des conflits électoraux en République du Mali. A signaler que les candidats de l'ADP Maliba ont compéti dans 187 des 703 communes du Mali et ont obtenu 200 conseillers communaux. L'Union européenne envisage une possibilité de prendre des sanctions contre 5 personnalités congolaises qui auraient été impliquées dans la répression des manifestations qui se sont multipliées ces derniers mois en République démocratique du Congo. Commentaire Ousmane Sogori. Après les États-Unis, c'est au tour de l'Union européenne d'envisager de plus en plus sérieusement la possibilité de prendre des sanctions ciblées contre des personnalités congolaises qui auraient été impliquées dans la répression des manifestations ou les arrestations arbitraires qui se sont multipliées ces derniers mois dans le pays. Les députés européens sont sur le point d'adopter cette semaine une résolution qui va en ce sens. Pour la première fois, les députés européens établissent une liste de personnes qui devraient être visées par ces sanctions. Selon eux, cette résolution vise à faire pression sur le Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne, qui se réunira le 12 décembre prochain. Il s'agit du chef de la police de Kinshasa, Célestin Kayama, du commandant de la première zone de défense de l'armée congolaise, Gabriel Amsisi Kumba, et de l'ex-chef de la police congolaise, John Numbi. Les trois ont vu leurs avoirs éventuels aux États-Unis gelés par le Trésor américain. Ils n'ont plus le droit non plus d'effectuer la moindre transaction avec un citoyen américain. S'ajoutent à ces trois officiels, tout proches du président Joseph Kabila, des autres personnes. Le directeur de l'Agence nationale des renseignements, Kalev Mouton, mais aussi le commandant de la garde républicaine, le général Gaston Hugues Ulunga. Pour les députés européens, ces 5 officiels sont responsables de la répression violente des manifestations, mais aussi de l'impasse politique en cours dans le pays, où l'alternance à la tête de l'État n'aura pas lieu en décembre comme le veut la Constitution. Le gel de leurs avoirs en Europe, tout comme l'interdiction d'obtenir un visa pour le vieux continent, doit servir de levier de pression supplémentaire pour éviter de nouvelles violences, estime la députée socialiste belge Marie Arena, co-rédactrice de cette résolution. Avant de boucler cette édition, faisons un tour d'horizon de l'actualité africaine. C'est un bref et en image avec Amadou Kamara. Une enquête a été ouverte après la tentative d'assassinat ce lundi du responsable de la communication de la présidence burundaise. Près de 24 heures après la tentative d'assassinat, les regards se tournent vers le Rwanda. À l'occasion d'une conférence de presse organisée par la police, Pierre Ngouringuié, le porte-parole du corps, a affirmé que les commanditaires de l'assassinat programmé de Willy Nyamitwe seraient basés au Rwanda. Au nombre de 5 à 10 personnes, les assaillants qui ont attaqué cet officiel burundais aurait toutefois collaboré avec des hommes de l'armée burundaise. Un sous-officier de l'armée a d'ores et déjà été mis aux arrêts. Si peu d'éléments sur cette soirée du lundi découlent, l'enquête en cours devra permettre d'en savoir un peu plus.
Le procès de Simone Gbagbo a repris mardi 29 novembre devant la cour d'assises d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Alors absente lors de la précédente audience, l'ex-première dame accusée de crimes contre l'humanité commis lors de la crise post-électorale de 2010-2011 est réapparue devant le tribunal et continue de réclamer la comparution de certains témoins comme Guillaume Soro ou Philippe Mangou. La séance de mardi 29 novembre a sans doute été l'une des séances les plus houleuses depuis le début de ce procès. L'ex-première dame ivoirienne a invectivé la cour, c'est de la foutaise. Condamnez-moi si vous voulez, mais arrêtez de me fatiguer. Une fois de plus, la non-comparution des témoins qui souhaitent entendre la défense a mis le feu aux poudres. Pour eux, Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale, et Philippe Mangou, ex-chef d'état-major des armées à l'époque des faits, devant être attendus. Mais pour le tribunal, ce n'est pas du ressort de la cour de contraindre les témoins à venir. Ainsi, la défense de Simone Gbagbo décide de se retirer et boycotter sans doute l'audience de ce mercredi. Les avocats de Simone Gbagbo veulent que la justice ivoirienne soit crédible et que la décision qui sortira de ce procès soit une décision qui fasse jurisprudence. L'enjeu est désormais de savoir si le procès en assises se fera avec Simone Gbagbo et avec ses avocats, ou bien sans accusé dans les prétoires et avec des avocats commis d'office. Le procureur rwandais a fait parvenir à la justice française une demande d'entraide judiciaire dont l'objectif est l'ouverture d'une enquête sur 20 officiers français soupçonnés d'être impliqués dans le génocide rwandais de 1994. Kigali matérialise ses soupçons à l'encontre des responsables français ayant participé au génocide qui ont décimé le pays en 1994. À en croire le procureur, d'autres agents et fonctionnaires français pourraient être appelés à assister l'organe de poursuite dans le même sens. Les attentes du Rwanda sont que la justice française collabore à l'établissement de la vérité. Les autorités compétentes du gouvernement français ont été formellement engagées et le bureau du procureur général s'attend à ce que ces autorités compétentes veillent bien coopérer tout au long de cette enquête judiciaire sur la base de l'offre de la réciprocité, ajoute le texte. Des milliers d'investisseurs sont attendus à partir de ce mardi 29 novembre à Tunis pour la conférence internationale d'appui au développement. 6 ans après sa révolution, la Tunisie a plus que jamais besoin d'un soutien financier pour faire repartir son économie. Tous les principaux bailleurs sont présents: Banque mondiale, Banque européenne d'investissement, Banque africaine de développement. Les pays amis aussi sont là. Les dirigeants de la France, bien sûr, le premier pays investisseur, mais aussi de l'Algérie et du Qatar qui vont intervenir à l'ouverture de la conférence. La Tunisie, avec une dette qui explose, un chômage record, un tourisme exsangue à cause des attentats de 2015, a besoin certes de l'appui des États, mais elle aimerait aussi séduire le secteur privé pour faire redémarrer son économie. Pendant ces 2 jours, elle va donc présenter ses meilleurs atouts du numérique à l'agriculture en passant par la santé. 140 projets sont proposés et pour les réaliser, la Tunisie a besoin de 30 milliards d'euros. Voilà, c'est ce qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Chérif la télévision. À très bientôt.